Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Question d'actu s'intéresse ce soir à la problématique de l'eau en Algérie. Une ressource qui se fait rare au vu des données géographiques de notre pays où la pluviométrie ne suffit pas à répondre à une demande de plus en plus croissante. L'été 2017, avec son lot de coupures, voire même d'absence du liquide précieux des robinets dans certaines régions du pays, pour ne citer que Annaba, tire la sonnette d'alarme sur une situation qu'il faut prendre au sérieux. Alors beaucoup de questions que nous allons poser ce soir. Sommes-nous devant une situation de stress hydrique ou plutôt une défaillance dans la gestion de la ressource ? Qu'en est-il de la politique tracée par les pouvoirs publics pour mettre notre pays à l'abri d'une situation de raréfaction de l'eau? Des questions et bien d'autres que nous allons essayer de décrypter ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de Madame Lati Tlamia. Vous êtes directrice au non conventionnel au sein du ministère des Ressources en eau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi pour l'invitation. À vos côtés, Monsieur Deramchi Mohamed, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, Monsieur Zahir Houssine, vous êtes directeur général de l'Algérienne des eaux. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et avec nous également, Monsieur Smati Abdelwahab, vous êtes directeur de la mobilisation des ressources en eau au sein du ministère des Ressources en eau toujours. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Avant d'entamer notre débat, je vous invite à revenir avec vous sur ce reportage signé Hasna Zoubiri, un reportage qui brosse un bilan exhaustif sur la situation des ressources en eau dans notre pays. On revient juste après. L'Algérie a clos la liste des 30 premiers pays qui auront à affronter de graves pénuries en eau d'ici 2040, selon le rapport établi par le World Resources Institute publié en 2015. Pas plus loin que cet été, plusieurs wilayas de l'intérieur du pays ont souffert de perturbations dans l'alimentation en eau potable, notamment à l'est du pays. Les raisons sont connues, donc il y a un manque de précipitations. Donc il y a un soutirage très important sur les eaux souterraines, ce qui a fait que le débit des forages ont sensiblement diminué dans cette zone-là. Et bien sûr, à cela s'ajoutent tous les problèmes liés au piquage illicite et à la vétusté aussi par endroit de certaines infrastructures. Devant cette situation qui est devenue insoutenable, un plan d'urgence a été élaboré par le ministère des Ressources en eau. Le programme d'urgence est en cours donc, de réalisation et le dernier programme qu'on a élaboré, c'est pour Taraf Annaba. Donc comme vous le savez, il y a un problème pratiquement vers août qui a surgi vers fin août au niveau de ces deux wilayas et des solutions techniques ont été dégagées et mises en œuvre par le secteur et sont en cours de réalisation. L'accès à l'eau est un droit, il est donc nécessaire de mettre à la disposition de la population de l'eau potable. Pour cela, une stratégie à moyen terme a été mise en place. Donc pour répondre ou pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a vécus, donc la première action, c'est la poursuite de tous les programmes structurels qui sont en cours de réalisation, à l'exemple des projets qui vont alimenter Borj Bouarerij, qui vont alimenter Oum Bouagui, qui vont alimenter Stéf, à partir des grands transferts. Donc ces projets sont en cours de réalisation, certains tirent à leur fin. Mieux encore, certains sont mis en service, à l'exemple du grand projet de transfert à partir du barrage Tel Sidid dans la wilaya de Bouira, vers 5 communes de l'ouest de Borj Bouarerij, qui se terminent en fin d'année. Accentué sur 3 axes principaux. Donc le premier axe, c'est la création d'un équilibre régional en matière de ressources en eau. Donc à travers un grand programme de transfert d'eau des zones où il y a une grande pluviométrie vers les zones pauvres en pluviométrie.
Donc on peut citer deux exemples principaux. Donc le système de Bni Haroun qui va couvrir 6 wilayats en matière d'alimentation en eau potable et en matière d'irrigation. Il y a aussi le grand transfert des hautes plaines sétifiennes qui va toucher la wilaya de Sétif et la wilaya de Borj Bouaririj qui sont pauvres en matière de pluviométrie. Et l'eau vient de Bdjaya et Djidjel, la zone la plus arrosée en Algérie. Et un deuxième axe aussi très important, c'est l'axe la régularisation saisonnière à travers la réalisation de réservoirs. Donc c'est pour le captage d'eau, c'est les barrages et les petits barrages et les retenues collinaires. Et le troisième axe, c'est l'axe de mobilisation des ressources non conventionnelles, c'est le dessalement et la réutilisation des eaux usées épurées qui vient en compensation de déficits hydriques enregistrés par le manque de pluviométrie en Algérie. L'autre moyen efficace pour consolider la sécurité hydrique en Algérie est la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Les changements climatiques sont là, les données sont là, on n'est pas à l'abri d'autres changements climatiques ou de l'aggravation de la situation en matière de changement climatique. C'est pourquoi le recours à l'eau dessalée est d'actualité. Et pour valoriser ces efforts, la préservation de cette ressource par les différents usagers, citoyens, agriculteurs et industriels est indispensable. Alors, je commencerai avec vous, M. Zahir Hossein, vous qui êtes directeur général de l'Algérienne des eaux. On a vécu un été assez difficile, notamment pour certaines régions où l'approvisionnement en eau potable était perturbé. Est-ce pour autant qu'on peut parler d'ores et déjà de stress hydrique ? Je pense que le stress hydrique n'est pas d'actualité actuellement en Algérie. Vu l'effort de mobilisation consenti par l'État pour justement capter les volumes d'eau, le maximum d'eau de la pluviométrie, je pense que cet effort considérable a fait qu'on est à l'abri pourvu qu'on s'organise pour réguler la demande. Donc effectivement, on a connu cet été pas mal de problèmes, des perturbations dans l'alimentation en eau potable. Ça concerne quelques localités, beaucoup plus dans les zones éparses, où il y a peut-être un problème de réseau, d'installation de stockage. Mais globalement, la situation s'est améliorée considérablement sur les 15 dernières années. Donc ce n'est pas lié à la disponibilité de la ressource elle-même? Elle est liée à la disponibilité de la ressource et peut-être on va revenir par la suite pour dire que connaissant les déficits, on a des déficits par région. Par région, oui. C'est pas linéaire, donc il y a un effort pour interconnecter, pour des grands transferts, pour interconnecter des barrages, pour réaliser des grands transferts, pour diversifier les sources de mobilisation. Donc vous savez que nous avons les eaux de surface, donc les barrages, nous avons les eaux souterraines, nous avons le dessalement d'eau de mer, nous avons aussi la déminéralisation des eaux saumâtres. Tout ça fait que l'effort de mobilisation est là. Reste effectivement que certaines régions du pays connaissent un déficit et des programmes sont en cours, que ce soit pour transférer les eaux. Nous avons l'alimentation par exemple des communes de Borj Bouaririj à partir des eaux transférées à partir de Tilzdit dans la wilaya de Bouira. Nous avons aussi tout un transfert à partir du barrage de Tablot et du barrage de Boussiaba dans la wilaya de Jijel vers le barrage de Mahwan et Dra'addis dans la wilaya de Sétif pour alimenter les communes de Sétif et certaines communes de la wilaya de Borj Bouaririj. On cite aussi le grand transfert à partir de Ain Salah pour alimenter la wilaya de Tamanrasat sur 750 km. Tout ça va diminuer un peu cette manque de mobilisation dans certaines régions par défaut de précipitation. Alors, donc, on ne peut pas parler de stress hydrique, ce qui veut dire, ou autrement dit, nos capacités sont importantes en matière de ressources en eau, M. Smati?
Si vous permettez, je reprendrai On n'arrive pas à comprendre un peu ce qui s'est passé. Si vous permettez, je reprendrai un petit peu dans l'absolu ce que c'est que la notion de stress hydrique. En fait, elle s'appliquait pour les plantes, c'est quand elle a un besoin. Pour l'être humain, c'est effectivement par rapport à un besoin, est-ce qu'on peut satisfaire cette demande où il y a pénurie? Donc, est-ce que nous sommes en stress hydrique par rapport à les critères qui ont été mis au niveau des organisations internationales, telles que l'ONU, telles que les grandes organisations? Oui, parce que nous sommes en deçà des 1000 mètres cubes par habitant et par an. Parce que ça, c'est un critère basé sur les pays qui ont une quantité, comme le Canada, comme les autres pays qui ont 3500, en France, 3500 mètres cubes par habitant par an. Si nous parlons de ça, oui, nous sommes en stress hydrique. Mais en fait, il faut ramener ça par rapport à la disponibilité au niveau de notre pays. C'est quoi la disponibilité? C'est que nous avons un potentiel de ressources issues des précipitations. Nous estimons notre potentiel à quelque chose comme 19 milliards de mètres cubes par an. Ça, c'est ce qui tombe sur le territoire national. Et la chance que nous avons, c'est que ces ressources sont à l'intérieur du bassin hydrographique algérien. Sur ces 18 milliards de mètres cubes, nous avons 12,5 milliards, 12 à 12,5 milliards, c'est les eaux de ruissellement. Et nous avons 2,5 milliards, c'est pratiquement les eaux souterraines, des nappes qui sont sur le nord du pays, et nous avons un potentiel de 5 milliards sur les nappes du sud, ce que nous appelons le continental intercalaire et le continental tertiaire, l'albien et le... Donc ça, c'est le potentiel que nous avons. Sur les 18 milliards, j'ai dit que nous avons 12 milliards, c'est les eaux de ruissellement. C'est ce que nous essayons de capter à travers les infrastructures de stockage, c'est-à-dire les barrages et les transferts. Nous sommes à 75 barrages actuellement et 9 en construction, pour une capacité qu'on va atteindre 9 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'on va avoir un taux d'efficacité pour le stockage des ressources en eau qui ne partent pas à la mer d'à peu près 75%. À hauteur de quelle année? En 2019, fin 2018, fin 2019, nous aurons 84 barrages pour une capacité de mobilisation de 9 milliards de mètres cubes. Donc sur les 12 milliards, nous allons capter 9 milliards. Plus ce que nous captons actuellement à travers les 525 petits barrages et retenues collinaires, qui tournent autour de plusieurs, de 200 millions autour. Donc ça, c'est la stratégie. Maintenant, une fois qu'elles sont captées, ces ressources en eau de surface, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'équité territoriale. Ça veut dire qu'on capte là où c'est possible de capter ces eaux, là où vous savez très bien que la pluviométrie chez nous, on a une diversité. La pluie augmente d'ouest en est. Il y a une disparité. Et elle diminue du nord au sud. Il y a une disparité hydroclimatique, mais il y a une diversité topographique et même des tâches bioclimatiques. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est là où c'est possible d'avoir des grands réservoirs, là où c'est des zones pluvieuses, donc de transférer les eaux pour une équité territoriale et régionale des eaux des zones pluvieuses vers les zones déficitaires. C'est ce que nous avons fait dans le cadre du transfert de Bni Haroun. En fait, c'est un système qui relie un barrage de Bouchiaba qui est situé à Djidjil, le barrage de Bni Haroun à Mila, donc ils sont interconnectés, le barrage réservoir de Oued Atmania, et tout ça va jusqu'à deux autres barrages. Ça, c'est pour expliquer le maillage. Ça, c'est le potentiel. Donc nous, on essaie de capter ce potentiel. Les ressources en eau souterraine sont connues et cartographiées. Mais pour le citoyen lambda, c'est-à-dire que pour lui, il y a ou il n'y a pas d'eau dans le robinet. Il y a quelques années, on avait l'eau dans le robinet, mais cette année, elle a été difficile. Est-ce que cela est dû à ce qu'on peut appeler un stress hydrique, ou bien un manque de ressources en eau, ou bien un déficit dans la gestion
de la ressource. Dans le reportage, ils vont vous expliquer que ce n'est pas... C'est vrai que le citoyen, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a au robinet. Maintenant, est-ce que sur tout le territoire national, il y a eu de l'eau au robinet? Sur 60 à 80% du territoire national, il y avait de l'eau au robinet. Devons-nous pour autant dire que c'est le stress hydrique? Puisque 80% du territoire a reçu une eau. Maintenant, il faut comprendre pourquoi dans certaines régions, il y a eu une pénurie d'eau. Dans ces régions-là, si Zahir en avait parlé, même au niveau du reportage, c'était bien mentionné, c'est certaines régions qui ont une eau issue d'une seule source d'approvisionnement, c'est-à-dire un barrage. C'est le cas de Tébessa, parce qu'il y a le barrage d'Ain Dalia. C'est le cas de Borj, parce qu'il n'y a pas de ressources souterraines, un potentiel de ressources souterraines énorme au niveau de Borj. Il y a le barrage d'Ain Sada qui a vu aussi son volume diminuer drastiquement suite à ces 2 années de sécheresse. Et il y a le barrage de Chefia à Annaba, qui lui aussi, à Annaba, la seule source d'approvisionnement à l'heure actuelle, c'était le barrage de Chefia. Et donc, il y a eu une diminution. Mais là où la ressource, elle est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle est multiple, c'est les eaux souterraines, c'est les barrages, et c'est éventuellement le dessalement, nous n'avons pas eu de problème. Donc, mis sur la balance, devons-nous regarder le 80% qui sont plus ou moins assez bien et correctement alimentés, ou devons-nous regarder les 20%? Nous devons regarder les 20% pour nous améliorer et pour regarder où sont les défaillances. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement à Annaba. Et d'ailleurs, il y a même eu une réunion aujourd'hui présidée par M. le ministre des Ressources en eau au niveau du secteur pour voir un peu les décisions avec M. le Wali de Annaba, pour voir un petit peu les décisions qui ont été prises lors de sa visite et quelles sont les solutions techniques dont nous en avons parlé au niveau du reportage, qui sont menées pour pouvoir faire en sorte que Annaba puisse bénéficier, le complexe d'Al Hadjar, plus Annaba, plus bien sûr les citoyens. Alors, pour résumer tout ça, M. Deramchi, donc on peut dire que nous sommes, du moins à court et moyen terme, à l'abri d'un stress hydrique. Moi, je dirais que la ressource en eau en Algérie a un cachet stratégique dans le développement global du pays en liaison avec le développement durable. Je voudrais mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Nous ne pouvons pas échapper à... L'Algérie fait partie des 20 pays les plus pauvres en ressources en eau. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Parmi les 17 pays d'Afrique les plus pauvres en eau. Le territoire algérien, la superficie du territoire algérien, qui est concerné par les eaux renouvelables, ne touche que 13% du territoire national. Tout cela, je pense, c'est un contexte qu'il faut le prendre en compte. L'Algérie a adhéré tout de suite le lendemain du sommet de Rio pour le nouveau concept de la gestion intégrée de ressources en eau. Alors, dans nos lois, nous avons intégré la gestion par bassin. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion par bassin? C'est que nous arrivons à maîtriser l'apport qui vient des précipitations. Puis les écoulements, les infiltrations, etc. Tout ça, c'est bien maîtrisé. Il y a M. Smati qui a donné un petit peu les chiffres qui découlent de cette maîtrise des connaissances. Maintenant, il y a un autre volet qu'on essaye de développer, c'est de voir un petit peu tout ce qui se prélève d'une manière précise. Alors, nous savons bien que les Algériens, il y a 40 millions qui utilisent quotidiennement cette denrée. Dans le domestique, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture. Il y a un travail à faire pour connaître au niveau de chaque région, comme on connaît bien les apports, nous connaissons aussi qu'est-ce qui se prélève. Alors, identifier les besoins précises, en termes les demandes précises. Alors, pour cela, dans nos lois, il y a principalement la gestion par bassin, par région hydrographique. Il y a des schémas directeurs régionaux et qui consolidés dans le plan national de l'eau. Ces schémas directeurs régionaux qu'on appelle les PEDAR, plan directeur des aménagements des ressources en eau, veillent sur une vingtaine d'années sur un équilibre entre toutes les potentialités avec la totalité des besoins.
Et des scénarios sont faits de telle sorte que nous assurons un équilibre dans le bassin hydrographique. Alors, s'il y a un déficit d'un bassin à l'autre, alors on fait des transferts d'une région à l'autre, ce qui fait le Mao, par exemple, du Chéliv vers l'Oranais, le transfert sud-nord, du nord vers le haut plateau, etc. Tout ça, ça répond à ce plan national de Sono. Alors, ce que je veux rassurer, malgré toute la pénurie, le manque d'eau, notre région qui est aride et semi-aride par endroits, le plan national de l'eau jusqu'à l'année 2030 assure un équilibre total. Mais dans ce plan national de l'eau, comme il y a eu une politique qui vise le développement en mobilisant plus, en transférant plus, elle vise aussi un autre volet qui agit sur l'aspect demande. Alors l'aspect demande, c'est quoi? C'est que nos réseaux doivent être efficaces, doivent fonctionner convenablement, que le comportement de nos concitoyens soit avec une prise de conscience que nous avons une ressource limitée. Alors, dans tout ce cadre-là, il y a en plus un cadre de concertation qui est stipulé dans la loi sur l'eau, c'est les comités de bassin. Alors, tous les scénarios qui sont issus de ces schémas directeurs font l'objet d'une discussion au niveau régional et au niveau national, de telle sorte de choisir des options et d'assurer un consensus. Parce que maintenant, on n'est plus dans la gestion administrative des ressources en eau, mais il y a une gestion participative. Ça aussi, c'est non seulement pour assurer pour la demande des besoins, mais aussi de préserver la ressource, comme stipule le consacre un article de notre Constitution, c'est de préserver cette ressource-là pour nos générations futures. Alors, ce qui s'est passé donc pour le barrage Chefia à Annaba nous pousse à croire plus dans les ressources non conventionnelles. Je parle principalement des stations de dessalement. Quelle est la place actuelle ou quelle est en perspective la place qu'on va accorder à ce type de ressources? Justement, je rejoins ce qu'ils viennent de dire mes collègues par rapport aux ressources qui deviennent de plus en plus rares, ressources en eau conventionnelle, c'est-à-dire les eaux douces, par la mobilisation des barrages ou bien les eaux souterraines actuelles. Donc, ce déficit qui a poussé, on a vécu ça en 2000, qui était un stress plus ressenti qu'aujourd'hui, j'imagine, parce que maintenant, si on revient en arrière, les années 2000, c'est pas la même situation du stress hydrique. Donc là, c'est gérable. C'est là où il y a eu la volonté politique pour le dessalement de l'eau de mer, pour bien sûr satisfaire et renforcer en eau potable en priorité. Donc il y a eu un programme qui a été lancé en les années 2000 et qui se concrétisait petit à petit parce que c'est une technique nouvelle pour notre pays. On n'a pas eu d'expérience et puis ça coûte très cher. Alors, il y a eu appel à des investisseurs étrangers, donc il y a eu la réalisation des mégastations, mais bien avant, en tranche d'urgence, à l'époque les années 2000, on a installé les stations monoblocs dans les agglomérations côtières qui vivaient à l'époque vraiment le stress hydrique pour le temps de réaliser les grandes stations, parce que ça prend du temps. Parmi vous venez de dire pour Annaba, elle fait partie parce que c'était une station qui devait se réaliser au niveau d'Achot, au niveau de Tarf. C'est une région située dans la wilaya de Tarf pour alimenter à Tarf une partie et la plus grande partie est transférée vers Annaba. Ce qui s'est passé, donc, c'était une station qui était programmée en 2009.
qui est venu juste après la réalisation des 10 stations. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer cette station avec une société de projet nationale, parce il faut dire que les autres stations sont gérées, il y avait un investissement, ils sont gérés actuellement par des sociétés étrangères. Une participation de l'État via la Algerian Energy Company, l'AEC, qui est sous tutelle du ministère de l'Énergie, de 30%. Mais c'est des investisseurs étrangers. On s'est dit pourquoi pas réaliser sur un fonds propre et faire appel à d'offres internationales. Malheureusement, c'était infructueux, donc ça n'a pas pu se concrétiser. Mais on a relancé cette station. Actuellement, c'est en cours de lancement. Le cahier de charge il est en train de se préparer et revoir toutes les défaillances des anciens cahiers de charge, parce que ça a coûté quand même pour le pays, et voir comment on peut arranger ces cahiers de charge et avoir un coût à moindre coût. Voilà, c'est dans ce sens. Je joins aussi mon collègue concernant la gestion intégrée. On est tous conscients que l'Algérie, c'est un pays qui est dans une zone aride à semi-aride. Donc on a un déficit hydrique qui est ponctuel, ou bien c'est pas périodique. Donc on vit des fois chaque 10 ans, chaque 50 ans ou chaque 20 ans. Alors on a pensé aussi dans les différentes études du plan national de l'eau à diversifier la ressource, pour un petit peu avoir une ressource alternative en cas où il y a une sécheresse. On a une ressource alternative qui, pour l'eau potable, c'est la priorité. Bien sûr, il faut donner de l'eau potable de consommation, dessalement de l'eau de mer, entre autres pour aussi satisfaire les besoins et la stratégie du pays en matière de développement économique, que ce soit pour l'industrie ou bien sécurité alimentaire. Donc, il y a d'autres ressources non conventionnelles qui vont venir s'attacher. Je cite le cas de réutilisation des eaux épurées. C'est une ressource pérenne, comme le dessalement, c'est une ressource pérenne. L'eau de mer, elle est là, elle ne dépend pas des aléas climatiques. Et là, l'eau usée épurée aussi, elle est disponible. Et on la produit en continu et elle évolue dans le temps en fonction des rejets. Alors, en parlant de barrages, de ressources renouvelables, pour ne pas reproduire un peu ce qui s'est passé pour le barrage de Chafia à Annaba, dans quelle mesure on peut prévoir un éventuel scénario comme celui qui est arrivé à Annaba? Je parle pour l'ensemble des barrages. Je n'avais pas terminé, si vous me permettez, tout à l'heure, pour dire que la vision dont parlent les collègues du PNE, le plan national de l'eau à l'horizon 2030, il faut dire une chose, l'Algérie a fait un saut qualitatif extraordinaire de 2000 à l'heure actuelle. En matière, pourquoi je disais les infrastructures? Parce que si vous revenez dans les années 2000, on a augmenté notre capacité de 3,6 milliards de mètres cubes. Pourquoi je dis ces chiffres-là? C'est pour dire toute l'infrastructure qui est venue. Elle est venue à travers les barrages et les transferts. Elle est venue à travers les champs de captage. Nous avons, si Zahir n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, la nappe non seulement de Ain Salah vers Taman Rasset, mais aussi de Châtel Gharbi vers le nord de Naama, le sud de Tlemcen et l'ouest de Sidi Bel Abbès. Le dessalement d'eau de mer qui est venu pour sécuriser les régions du nord, du littoral, et pour transférer la ressource des barrages vers d'autres besoins. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que nous sommes en plein dans un processus de développement de l'offre. On est en train d'investir pour non seulement mettre à niveau les infrastructures, donc barrages, transfert, adduction d'eau, transfert d'une région vers une autre, zone de captage, tout ça pour quel but? Pour diversifier la ressource, c'est-à-dire que nous devons, le cas d'Annaba, maintenant, à l'heure actuelle, les décisions qui sont prises, c'est de réactiver non seulement les forages qui étaient à l'arrêt, toute la ressource en eau souterraine, réactiver l'unité de dessalement et réactiver un peu les transferts d'eau.
Mais est-ce que cette stratégie de forage ne devrait-elle pas être généralisée un peu partout? Il y a des barrages, d'autant plus que nous sommes exposés aux aléas climatiques. Pour ne pas reproduire le même scénario, justement. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir de barrage au sud? Parce que pour faire un barrage, il faut des... Non, je parle du nord du pays. Hein. Du nord du pays, il faut des sites. Et il faut des sites qui sont topographiquement faisables. Hydrologiquement, il y a de l'eau qui coule. Et donc, c'est des conditions de faisabilité. Donc, la plupart des sites que nous avons identifiés depuis les années 70 sont en train de se réaliser. Maintenant, ce qui nous reste, c'est très peu de sites. On est encore à la recherche d'autres sites, mais très peu. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la stratégie dans le PNE, dans les PEDAR, que nous utilisons, c'est une planification à l'horizon 2000, c'est pour procéder à un maillage. C'est créer des autoroutes d'infrastructures. Quand mes collègues parlaient du Mao, c'est de chez Lif vers jusqu'à Oran. Et le sens inverse. Une fois que la station de dessalement risque d'avoir des problèmes, nous utilisons les eaux du Mao, du Mostaganem, donc des barrages. Si les eaux du barrage, si la station de dessalement continue de fonctionner à pleine capacité, les eaux du Mao, du Chilif, sont transférées vers d'autres régions ou vers l'agriculture pour le développement justement de la sécurité alimentaire. C'est vrai que nous n'avons pas encore fini avec cette stratégie parce que nous continuons à mobiliser. Le jour où nous mettrons nos infrastructures à niveau à l'échelle nationale, à ce moment-là, c'est un autre processus qui va venir en marche. C'est la demande, c'est gérer cette demande, la quantifier d'une manière précise. Mais est-ce que cette stratégie va pouvoir pallier un déficit en pluviométrie estimé entre 4 à 30% de moins chaque année, hein, selon une étude des experts sur le changement climatique. Oui, les experts, il y aura forcément une baisse drastique de la pluviométrie. Quel sera le rôle des barrages dans ce cas? Nous avons constaté effectivement cette logique, le groupement international des experts de l'ICC, enfin l'UNFCC, la Convention 4 sur le changement climatique, ont donné un petit peu l'élévation de la température et donc le niveau de la mer qui va un petit peu augmenter, et aussi le déficit. Mais ce déficit, nous avons commencé à le constater dans les années 75, chez nous. Et donc, à l'époque, on se disait, est-ce que c'est une tendance à la sécheresse ou c'est un dérèglement climatique? Nous parlons de changements globaux. C'est des chiffres qui sont là. Mais l'idée de dessalement, c'est pour contourner justement ce stress hydrique. De faire des dessalements d'une ressource pérenne, c'est de contourner l'insuffisance issue des barrages. Parce que les barrages, effectivement, sont liés à une pluviométrie. Et si cette pluviométrie baisse pendant 2 ou 3 ans et que nous soutirons continuellement de ces ouvrages, il arrivera un moment où nous n'aurons pas effectivement beaucoup d'eau à pourvoir. C'est un peu ce qui s'est passé à Indalia, à Tébessa. À Tébessa. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. L'apport des stations de dessalement, c'est à hauteur de combien? 15% actuellement. 15%. 15%. 15 à 17%, c'est en fonction de la ressource conventionnelle qui est disponible. Donc on fait des rapports. C'est 35% des ressources en eau potable, barrage, et 50% des ressources souterraines. Donc il faut trouver la quantité qui reste. Je voudrais revenir sur cette problématique de mobilisation. Effectivement, les données sont là. On est limité par le potentiel de précipitation en Algérie. L'efficacité de captage des ressources hydriques, on est à 80 à 75%. Donc, en contrepartie, la demande ne cesse d'augmenter. La demande pour les besoins domestiques, d'eau potable, domestiques, agricoles, etc. Donc, la mobiliser plus, je pense, va atteindre ces limites-là, parce qu'on est limité à 19 milliards de mètres cubes. On arrive donc à capter 9 milliards sur les 12 qui constituent le potentiel de surface. De surface. Nous avons aussi remarqué une surexploitation des nappes, donc des eaux souterraines. Et effectivement, là où on a diversifié les ressources,
on a mis en place une sécurisation de l'alimentation en eau potable, beaucoup plus. Ceci pour vous dire que nous devons tourner vers la gestion de la demande, réguler la demande, donc, identifier les usages de l'eau. Donc il y a l'eau domestique, il y a les besoins pour l'agriculture, et ça va dans notre sécurité alimentaire, et il y a aussi l'industrie, il y a le tourisme, etc. Les collègues ont parlé certainement de cette problématique de gestion de la demande, mais on est en plein dedans. Et c'est inévitable, on doit se pencher sur cette problématique de réguler la demande des ressources en eau. Mais est-ce qu'on a identifié le besoin des Algériens en termes dans tout secteur confondu, en termes de ressources en eau? Et justement, j'allais venir sur ça. Donc cette gestion de la demande, c'est l'identification donc, des besoins, la mise en place d'une approche participative justement pour identifier notamment les besoins, parce que dans le bassin hydrographique siègent pratiquement l'ensemble des usagers de l'eau, les collectivités locales. Il y a aussi toute cette politique de sensibilisation à la préservation de cette ressource, à l'économie de l'eau. Mais inévitablement, il y a aussi un problème de tarification qui va se poser dans cette politique de gestion de la demande. Nous ne pouvons pas, il y a un rapport de la Banque mondiale publié récemment où il pointe du doigt justement les pays du Maghreb et MENA, donc le Moyen-Orient, et ils disent que la tarification pratiquée dans ces pays-là favorise donc le gaspillage de l'eau, n'est pas en faveur d'une démarche de préservation de cette ressource rare et vitale. Et je pense qu'il faut une prise de conscience que on ne peut pas mobiliser plus à chaque fois qu'il y a une demande. On va vers cette politique de mobilisation qui demande beaucoup de ressources financières, mais on doit aussi Vous voulez dire que l'investissement dans la ressource en eau n'est pas rentable en Algérie? L'investissement dans la ressource en eau n'est pas rentable en Algérie. Non, c'est-à-dire... Je parle en termes financiers. Parce que nous, quand on dit l'investissement, tout est réalisé sur le budget de l'État. Mais c'est un investissement public, on a compris. Aux autres pays où l'investissement dans les ressources en eau, c'est des privés. Mais en contrepartie, il y a un retour sur investissement parce que le tarif de l'eau est à la hauteur des dépenses engagées. À la charge de l'État. Chez nous, tout est à la charge de l'État. Et même l'eau est subventionnée. Donc vous voulez dire que cette situation ne peut pas continuer, d'autant plus que nous vivons une situation de crise. Exactement, exactement. Donc on doit se tourner vers cette politique de... C'est-à-dire que la situation, si vous permettez, la situation ne peut pas continuer pour la simple raison que nous allons arriver à terme à une gestion par l'offre, donc à une limite de disponibilité de cette ressource, et qu'après, il faudra aller vers l'identification de la demande. Mais quand je dis identification, nous l'avons faite dans un cadre général, à l'échelle macro. Maintenant, il faut réellement aller vers les besoins et trouver cet équilibre. Les besoins, non pas uniquement domestiques, qui peuvent être identifiés par une dotation journalière, mais aussi d'autres mécanismes de régulation de cette dotation. Mais aussi vers d'autres secteurs, grands utilisateurs d'eau, l'agriculture. L'industrie, surtout l'agriculture, 66% de la ressource est utilisée au niveau agricole, avec peut-être des techniques souvent pas économisatrices d'eau. Et donc, ça veut dire l'intersectorialité. Il faudra développer et faire des allers-retours entre l'offre, la demande, et revenir vers la demande, la réguler, revenir vers l'offre jusqu'à trouver le juste équilibre. D'où l'importance d'une gestion intégrée, car il y a un besoin de régulation. Absolument, je voulais rebondir justement sur le plan national de l'eau ou les schémas directeurs régionaux. Comme j'ai parlé tout à l'heure, s'assoit sur deux axes. L'axe de l'offre, on arrive à la limite de ce qu'on peut réaliser. Maintenant, il y a une grande marge de récupérer tout ce qui se gaspille, tout ce qui est perdu dans les réseaux. Mais la déperdition est importante. Il y a déperdition physique, vol d'eau, comme il a cité notre collègue. Les factures impayées aussi. Les factures impayées. Je dis par exemple par rapport aux grands consommateurs d'eau qui sont les agriculteurs. Par exemple, nous avons 1 million d'exploitations agricoles. Vous imaginez que
pour ces 1 million d'agriculteurs, ils n'ont pas de compteur au niveau du prélèvement, du forage. Et ça, c'est la responsabilité de qui, M. Deramche? C'est une politique publique à mettre en place. Maintenant, on est arrivé à la limite d'une politique de l'offre. Il faut passer à la politique de la demande. Il y a par exemple, je vous donne un exemple, un témoignage d'un agriculteur à Biskra qui témoigne qu'en utilisant le goutte à goutte ou l'aspersion, il réduit la consommation d'eau du tiers. Et il fait augmenter la production de 3 fois. Ça, c'est des témoignages d'un agriculteur. Malgré que mais on a fait en parallèle aussi d'autres enquêtes chez les agriculteurs. Et ben, ils ont des systèmes économes. Mais lorsqu'on leur demande quelle est la quantité utilisée dans vos exploitations, ben, ils n'ont pas de réponse. Ce qui veut dire, le goutte à goutte, il est là, mais ils ne savent pas s'ils ont réduit la consommation ou pas. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre, dans une situation comme l'Algérie en termes de pénurie ou de la ressource qui est limitée, de ne pas installer un compteur dans chaque prélèvement, dans chaque point de prélèvement. Nous ne pouvons pas se permettre ce luxe. Je peux l'assimiler comme un compte bancaire où il y a plusieurs ordonnateurs qui tirent de ce compte sans pouvoir mesurer ce qui prélève. Alors, la suite, vous l'imaginez. Est-ce qu'il y a des chiffres ou peut-être des estimations sur le manque à gagner? C'est cette perturbation qu'on est en train de vivre. C'est celle-là, c'est cette marge que nous devons rattraper. Par exemple, on ne connaissait pas quelles étaient les quantités utilisées chez les opérateurs pétroliers. Lorsqu'on a introduit depuis une dizaine d'années une redevance au prélèvement d'eau, nous maîtrisons parfaitement bien qu'est-ce qui s'injecte en termes d'eau dans les puits pétroliers. Nous avons les industries, le tourisme et les services aussi. En introduisant ce type ce modèle universel, nous maîtrisons parfaitement bien qu'est-ce que l'industrie peut... Mais dans le domaine de l'agriculture... Le domaine de l'agriculture, il y a eu quand même une volonté politique de développer le domaine de l'agriculture pour la production nationale, etc. Ça fait on a un petit peu omis retardé peut-être cette Il va falloir installer un jour ou l'autre, car là, c'est indispensable si on arrive à mettre en place de véritables systèmes économes pour rattraper et pour récupérer cette marge qui est très très importante. En termes de coûts, je me tourne vers vous, Madame Lahtiyet. Je présume que le problème se pose d'une manière cruciale pour les stations de dessalement, d'autant plus que le coût à la fois énergétique et de maintenance est très élevé par rapport au prix du mètre cube. Oui, effectivement, le dessalement, c'est coûteux. Bon, mais ces derniers temps, comme la technique d'osmose inverse elle est devenue compétitive, le coût il a baissé. Les premières stations réalisées en Algérie, c'était plus coûteuse que celles réalisées dernièrement, les dernières années. La moyenne, c'est 70 dinars le mètre cube d'eau produite. Et ajoutant à ce coût, c'est l'eau produite. Entre autres, c'est le prélèvement de l'eau et le transfert de l'eau. Donc, autour de 70 dinars. Et comme il a dit mon collègue, l'eau, elle est subventionnée. Ouais. Elle est subventionnée que pour l'eau potable à partir de l'eau douce au souterrain, que pour l'eau dessalée. Vous imaginez, puisque le coût il est plus coûteux que l'eau douce, donc c'est plus cher. Je vous donne un chiffre, le ministère des Finances nous a annoncé dernièrement, les 3 dernières années, on a payé, la subvention, elle coûtait plus de 22 milliards de dinars en subvention, sans la facture d'eau. Donc, si les factures d'eau payées et impayées, donc ça rentre dans tous les frais, les coûts d'eau produite. On parle du dessalement de l'eau de mer, les grandes stations. Mais si on parle des stations monoblocs ou bien des stations de déminéralisation des eaux sommaires, c'est le même principe, c'est le dessalement des eaux à forte minéralisation au souterrain. Pratiquement, c'est la même chose. C'est des coûts qui sont subventionnés et dont le tarif ne reflète pas le coût réel d'eau produite et que c'est des stations qui demandent énormément d'efforts pour l'entretien et la maintenance.
c'est des pièces de rechange qu'on les importe en coût de devise, et c'est des réactifs chimiques aussi pour la reminéraliser, importés en devise. Donc avec l'inflation, c'est des coûts qui font qu'augmenter au cours de... Mais est-ce que c'est un choix pour l'avenir avec toutes ces contraintes et ces aléas? Est-ce que c'est un choix pour l'avenir? C'est un choix, il s'impose. De facto, il s'impose parce que là, on peut pas s'en passer, c'est incontournable. Nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Le dessalement de l'eau de mer, c'est pour diversifier la ressource. C'est une ressource alternative en cas d'une sécheresse ou d'un problème par rapport aux eaux douces. On a une ressource alternative, comme il vient d'expliquer mon collègue. Et pour les eaux saumâtres dans le sud, c'est le dessalement des eaux saumâtres. On n'a pas le choix. C'est des conséquences du changement climatique. La nappe n'est pas bien rechargée. De facto, la qualité elle est altérée, elle est saumâtre. Donc c'est incontournable. Allez-y, monsieur. Oui, en fait, elle a bien expliqué qu'en fait, c'est un choix stratégique. Si vous prenez l'Espagne, prenez Barcelone, c'était la plus grande station de dessalement qui existait. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, une augmentation de la demande, qu'elle soit démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population, et donc les besoins deviennent plus, une augmentation agricole, une augmentation industrielle. Mais pour une économie comme la nôtre, je présume que le problème se pose autrement, monsieur. Nous dépendons à hauteur de 97% des hydrocarbures. Tout à fait, mais... C'est vraiment une situation un peu difficile. Mais le droit à l'eau est un droit de citoyen. Nous sommes dans l'obligation, quel que soit le prix à payer, nous sommes dans l'obligation de fournir de l'eau à nos citoyens. Que ce soit par les techniques de dessalement. Les techniques de dessalement, elles nous ont été imposées, parce que c'est un choix stratégique, mais par les conditions. Pourquoi tout à l'heure j'expliquais les limites de nos en ressources conventionnelles, elles nous ont été imposées, et je cite le cas de l'Espagne, parce que l'heure aussi a été imposée au niveau de l'Espagne. Pourquoi? Pour juguler, en fait, la demande qui émane non seulement de l'explosion démographique qui a eu lieu, mais aussi de la demande agricole, parce qu'il y a une sécurité alimentaire derrière. Et donc pour transférer l'eau conventionnelle vers les zones où on peut irriguer à forte valeur ajoutée, et aussi donc cette équité territoriale. C'était pourquoi, si vous avez remarqué, elles sont au niveau des côtes, et c'est là où il y a une densité de population accrue et un développement touristique à faire et un développement industriel. Donc c'est un choix qui nous a été imposé. C'est aussi une manière de contourner le stress hydrique. Parce que le stress hydrique, en fait, parle des ressources conventionnelles, c'est-à-dire les eaux souterraines et les barrages, mais ne parle pas des eaux de dessalement. Donc, nous avons cassé, si vous voulez, cette faille qui existe, où nous avons créé, en mettant les stations de dessalement, nous avons un peu contourné le stress hydrique. Parce que quand on parle de stress hydrique, on parle de ressources conventionnelles. Maintenant, tout à l'heure, Mme Lahtiat avait parlé aussi de la réutilisation. Donc c'est un choix stratégique aussi. Pourquoi la réutilisation? Nous avons développé l'assainissement en Algérie. Si vous reprenez dans les années 2000, pas beaucoup de stations d'épuration ne fonctionnaient. Maintenant, quand même, on est autour de 182 stations, avec une capacité épuratoire de 400 millions de mètres cubes. Ça veut dire que c'est 400 millions de mètres cubes d'eau par an supplémentaires qui viendront se rajouter à ces eaux conventionnelles et qui pourront être utilisées dans le domaine agricole. C'est ça un peu ce jeu d'offres et de demandes. Nous avons mis à disposition maintenant les stations de dessalement, les STEP, les stations d'épuration pour fournir de l'eau dans le cadre agricole. Maintenant, il faut réorganiser tout ça. La réorganiser en ciblant les demandes. Et en créant peut-être un nouveau cadre législatif. Absolument, absolument. Pour inciter les Algériens à respecter cette... Tout à fait. Alors, il y a ce qui est inhérent à notre secteur. Ça veut dire, c'est ce qu'avait dit M. Zahir tout à l'heure, c'est la lutte contre les fuites, c'est la lutte contre le vol illicite, donc c'est renforcer le domaine public hydraulique, la lutte contre les piquages illicites, mais aussi amener nos amis et collègues de l'agriculture. Qu'est-ce que vous préconisez
c'est d'utiliser les techniques dans le domaine agricole, Non, je parle du cadre législatif, c'est-à-dire je parle peut-être même de moyens de coercition. Oui, renforcer la police des eaux, ça c'est un de nos objectifs, pour protéger le domaine public hydraulique, renforcer la police des eaux. Donc, peut-être je poserai la question à M. Zahir. Est-ce que notre ressource n'est pas assez protégée? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Pas du tout. Oui, enfin, oui, on doit renforcer. Elle est protégée d'une... peut-être pas assez efficacement. Mais justement, dans cette politique de gestion de la demande, la protection de la ressource, c'est un axe très très important. C'est-à-dire qu'une fois on décide des priorités en matière d'usage de l'eau, et bien sûr selon les situations, parce qu'on est dans un pays assujetti à des changements climatiques, donc quand on décide par exemple de réglementer l'usage de l'eau, interdire par exemple tout ce qui est arrosage, tout ce qui est lavage, etc., on doit appliquer cette interdiction. Quand on décide de s'attaquer au branchement, par exemple, illicite au vol d'eau, ce n'est pas l'affaire uniquement de l'Algérien des eaux ou de l'exploitant. C'est pour vous dire que cette problématique de gestion et préservation de la ressource en eau, c'est l'affaire de tous. Ressources en eau, collectivités locales, services de sécurité, secteur de la justice, tout le monde doit s'impliquer pour préserver cette ressource. Si on ne conjugue pas nos efforts d'une manière efficace, on va avoir ce stress hydrique et on va l'avoir d'une manière peut-être très dangereuse. Très dangereuse. Donc, allez-y, Monsieur Deramchi, toujours autour de cette question de... Je complète, s'il y a lieu de renforcer justement sur le plan législatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un niveau de planification nationale, régionale, et nous avons des opérateurs comme la DE, et le CEAL, etc., qui sont... Je pense qu'il y a lieu de renforcer un opérateur intermédiaire pour développer un petit peu les plans de gestion. Alors ces plans de gestion dégrossissent un petit peu tout ce qui est macro et se rapprochent un petit peu du quotidien. Ces plans de gestion permettent d'arrêter des programmes liés à l'année par rapport aux apports de l'année, par rapport aux difficultés, aux enjeux immédiats. Alors, s'il y a lieu de renforcer un volet de gestion, c'est des plans de gestion qui existent dans nos textes, mais on ne leur a pas donné l'espace ou la force qu'il faut. Et tout en gardant aussi des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. Par exemple, les agences de bassin à travers le territoire national assurent des classes d'eau à travers les établissements du territoire national. On arrive jusqu'à toucher 600 à 1000 classes d'eau pour toucher 30 000 élèves. Des sorties éducatives pour leur montrer un petit peu les efforts consentis par l'État tout en réalisant des barrages, des transferts. Avec les professionnels, on regroupe les agriculteurs, les universitaires, les industriels, de plus en plus pour les faire adhérer à cette démarche de préservation de la ressource. Peut-être un mot sur la législation avant de clore ce débat, Madame. Oui, pour la législation, elle est prise en charge bien comme il faut au ministère, donc surtout au niveau de tous les domaines, même pour la protection du domaine public hydraulique, pour le dessalement, l'eau produit dessalement, donc les normes de potabilité. Je parle notamment sur le volet du volet environnemental. Hein, parce que environnemental, l'impact, on a beaucoup parlé sur les stations de dessalement. En Algérie, on a actuellement en station pour production de 2,11 millions de mètres cubes jour. Elles sont éparpillées, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Donc, c'était des études bien faites avec la prise en charge de l'impact environnemental. C'est des émissaires en mer étudiés en fonction en fonction de la saumure à rejeter, à diffuser et à des diffuseurs au large
comme ça pour que ça ne soit pas concentré dans un seul endroit. Donc nous, on n'a pas beaucoup de stations de dessalement comme au niveau du nord de la mer Méditerranée, l'Espagne et les autres pays. Elle est diffuse, donc il n'y a pas d'impact. Par rapport à l'énergie, peut-être vous allez me dire l'énergie, toutes les stations sont dotées des échangeurs de pression pour minimiser la consommation énergétique. C'est-à-dire ils utilisent des énergies produites internes et l'injecter pour un petit peu minimiser l'utilisation d'énergie pour les pompes à haute pression, parce que c'est des hautes tensions utilisées au niveau de ces grandes stations. Fort probable pour les futures stations, il y aura l'utilisation des énergies renouvelables. On va voir avec notre secteur de l'énergie. Donc c'est faisable. C'est faisable. Une station de dessalement qui fonctionne à l'énergie renouvelable. À l'énergie renouvelable. Donc c'est le secteur de l'énergie qui a ses perspectives. Le secteur de l'eau, il a travaillé avec le ministère de l'Énergie en 2014 et on a donné tous nos grands projets qui consomment de l'énergie. Donc là, c'est selon bien sûr la disponibilité de l'énergie conventionnelle par rapport à l'énergie renouvelable. C'est pareil par rapport à nous, comme on est en train de diversifier tout type de ressources, le secteur de l'énergie est en train de diversifier tout type d'énergie. Et ça, c'est par rapport aux différentes conventions signées internationales par rapport au changement climatique. Donc il y a des mesures d'adaptation, il y a des mesures d'atténuation. Atténuation en matière des effets de serre et énergie. Et d'adaptation, c'est par rapport à notre secteur, c'est s'adapter aux inondations et s'adapter au stress hydrique, aux sécheresses. Donc pour le cas de sécheresse, on s'adapte avec l'utilisation de toutes les ressources non conventionnelles. J'ai cité les deux principales, dessalement et réutilisation, épurée. Merci Madame Hadid Lamia, vous êtes directrice eau non conventionnelle au sein du ministère des Ressources en eau. Merci donc pour ces éclairages. Merci à vous également Monsieur Deramchi Mohamed. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau. Merci à vous également, Monsieur Zahir Hossein, directeur général de l'Algérienne des eaux. Merci à vous également, Monsieur Smati Abdelwahab. Je rappelle, vous êtes directeur de la mobilisation des ressources en eau pour toutes les données que vous nous avez fournies. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Caméra cachée et son film Destination la France pour Canal Algérie.